Bonjour. Donc effectivement, c'est une intervention à deux voix. Donc moi, je suis Aurélie Audemars et je suis chargée d'appui pédagogique à Lire-Écrire Communauté Française. Et donc ici, on va faire un zoom sur l'alphabétisation et plus particulièrement sur la formation en alphabétisation. Donc je vais juste laisser Fabien se présenter en quelques mots avant qu'on entre dans le sujet. Voilà, donc moi c'est Fabien Masson, je travaille à Lire-Écrire Bruxelles, où je suis surtout en charge de toute la question de l'appropriation du numérique par nos apprenants et donc aussi du soutien aux formateurs et formatrices. Alors, notre intervention sera en 3 temps. La première, on va rapidement vous dire de là où on parle, notre ancrage, je dirais, philosophico-pédagogique. Et ensuite, on ira dans la question de l'accompagnement pédagogique et des balises qu'on s'est données. Et puis, on terminera par les questions que nous sommes en train de travailler, et particulièrement celle de quel savoir numérique développer en alphabétisation. Mais pour démarrer, on va vous faire travailler un petit peu aussi. Et donc, la question qu'on vous pose, très simple, c'est si on vous dit le mot alphabétisation, quelle est l'image qui apparaît tout de suite dans votre tête et comment est-ce que vous transformez cette image en un seul mot? Voilà, alphabétisation, une image qui vient et je le transforme en un seul mot. Quel serait ce mot? Alors on va demander, je te laisse dire comment procéder à ce partage de mots. Voilà, donc pour ça on va se lancer un petit défi, c'est-à-dire qu'on va lancer un WooClap, ce qui devrait vous permettre d'interagir avec nous. Non, c'est pas comme ça. Elle est où la souris ? Et donc vous allez voir s'afficher donc sur votre écran un code QR qui vous permet soit de vous connecter directement si vous savez comment fonctionne un lecteur de code QR. Sinon, vous pouvez vous connecter au site wooclap.com et à partir de là, on va vous demander un code pour accéder au sondage. Et le code, c'est celui qui est indiqué, c'est le DTFTBE, qui se trouve à la fin de l'adresse wooclap.com et qui vous permet d'accéder donc au sondage. Pour ceux et celles qui sont déjà connectés, je vois qu'il y a 15 personnes. Pour le moment, vous allez voir un message qui vous dit que vous pouvez lever la tête, qu'il ne se passe rien. Je vais juste attendre encore quelques secondes pour permettre à d'autres personnes de nous rejoindre avant de lancer donc la question. Voilà. Donc vous vous connectez au site wooclap.com et le code d'accès pour la salle, c'est en majuscule, tout collé, DTFTBE. Voilà. Et sinon vous pouvez scanner aussi le code QR. DTFTBE, c'est ce qu'on voit sur l'écran en fait, qui est indiqué DT. Ah oui, on voit pas très bien. Donc c'est DTFTBE. Voilà, je vois qu'il y a déjà 40 personnes. Voilà, je vais donc lancer la question que vous voyez normalement s'afficher maintenant sur votre écran. Donc c'est les mots qui vous viennent quand vous entendez alphabétisation. Et donc on vous demande de rentrer donc chaque fois un mot à la fois et de bien valider le mot pour le rentrer. Et vous voyez que voilà, ça apparaît comme par magie. Vous pouvez rentrer aussi un deuxième mot si vous voulez. Je pense qu'il y a moyen de liker les mots rentrés par les autres aussi.
Ça bouge bien. Je vous remercie pour cette, on va dire, abondance de participation et de mots. On va stopper le partage de mots ici maintenant pour avoir une photo. Voilà, on arrive à 100. Voilà, merci, parfait. Et alors on a le mot autonomie qui est en plein milieu, hein, avec formation, alphabet. Émancipation, qui est un petit peu plus petit, mais qui vient en contraste. Voilà, donc on va clore ici le sondage. Merci beaucoup. Et on va revenir à notre présentation. Voilà, donc nous ici, quand on pense à alphabétisation, à lire et écrire, donc là vous avez partagé un certain nombre de mots. Hein, si on avait été dans une formation en présentiel, on aurait peut-être fait des post-it et puis on aurait rassemblé les idées proches de sens, etc. Et puis on aurait pu analyser ici les représentations. Ici, c'est pas le propos. Mais ce qu'on voulait vous partager nous d'abord, c'est que ce qu'on ajoute, nous, à l'alphabétisation, c'est l'alphabétisation populaire, parce qu'effectivement, l'alphabétisation, on est bien dans une formation généraliste des compétences de base, qui correspond en Belgique aux compétences de l'école primaire. Mais ici, on est bien dans la formation pour adultes, parce que j'ai vu dans les premiers mots enfants, nous, on travaille avec des adultes. Et populaire, parce qu'on s'inscrit dans des visées d'éducation populaire, c'est-à-dire de changement social. Et ce qui veut dire aussi qu'on a une vision de certaines compétences et de savoirs à développer, et c'est ça qu'on va un petit peu essayer de partager maintenant, en lien aussi évidemment avec le numérique. Alors pour que vous compreniez mieux peut-être aussi notre point de vue sur la question des savoirs à développer en alphabétisation, rapidement notre ancrage ici à lire et écrire. Donc on est un mouvement issu des mouvements ouvriers. Et on inscrit notre vision de l'alphabétisation dans celle de Paulo Freire, pas en termes géographiques ni temporels évidemment, on n'est pas à la même époque ni au même lieu, mais bien en termes philosophiques et de la vision de qu'est-ce que c'est apprendre, qu'est-ce que c'est qu'apprendre en tant qu'adulte. Donc on est dans une vision où on part des réalités des personnes, des réalités sociales, et pour résumer ça, rien de tel que la citation célèbre de Paulo Freire qui apparaît devant vous et que je peux vous lire rapidement, qui est que personne n'éduque autrui, personne ne s'éduque seul, les hommes s'éduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. Hein, et quand on dit les hommes, c'est les êtres humains, d'accord? Alors nous ici, donc là j'ai brossé très rapidement dans quoi on s'inscrit. Hein, donc on est bien ici dans cette vision-là de l'alphabétisation, comme je disais, que je présente très très rapidement. Mais ici, Fabien et moi, on part aussi d'un point de vue qui est celui de l'accompagnement des équipes pédagogiques. Et qui veut dire accompagnement, c'est aussi, c'est pour nous, ça veut dire accompagner à prendre du recul, à penser ce qu'on expérimente dans les groupes, et aussi à s'offrir des possibles, hein, à s'offrir des cadres dans lesquels travailler et dans lesquels le travail pédagogique est possible. Et donc quand on réfléchit l'accompagnement pédagogique des équipes, on a d'abord fait un état des lieux de qu'est-ce qu'on a à disposition ici à lire et écrire, et qu'est-ce qu'il nous faut construire suite à l'urgence, c'est-à-dire qu'on a été 2 ans et on risque de l'être de nouveau, enfin on va l'être, on l'est encore, enfin on ne sait plus trop où on en est, mais en tout cas, depuis 2 ans, on est assez bousculé dans nos pratiques pédagogiques. Et donc, c'est voir d'abord qu'est-ce qu'on a déjà pour construire ces pratiques, et qu'est-ce qu'il nous faut donc construire de nouveau, puisque on travaille autrement.
On est obligé de travailler autrement. Donc dans ce qu'on a à disposition, à lire et écrire, on a notre charte avec nos valeurs que j'ai expliquées rapidement tout à l'heure, et on a déjà un référentiel pédagogique, un cadre de référence pédagogique qui s'inscrit dans une histoire et que je ne vais pas développer ici, mais sur lequel on va s'appuyer pour penser justement les savoirs numériques. Et aussi, donc, on s'est dit, bon, on a ce cadre de référence pédagogique et on a besoin, vu que chacun expérimente un peu seul dans son coin, parce que c'était le principe du confinement, on est tous chez nous, on essaye de rester en contact avec les apprenants. Maintenant qu'on a eu cette expérience d'1 an et demi, 2 ans, quand on se retrouve ensemble en tant qu'équipe pédagogique, pensons à ce qui s'est passé. Prenons le temps du recul, ne nous précipitons pas à utiliser des outils que nous ne maîtrisons pas, ou un petit peu, ou en partie, mais pensons les choses. Et donc pour ça, on s'est donné une grille d'analyse en 4 points. Donc ici, nos invariants. Qu'est-ce qui ne change pas, peu importe les outils qu'on utilise? Quel est le sens quel est le sens de notre travail? Quel est le sens de ce qu'on propose? Quels sont les points de vigilance qu'on doit avoir par rapport au numérique, aux pratiques numériques, et quels sont les possibles qui s'ouvrent à nous. Donc les invariants, donc pour les illustrer ici, donc j'ai pris les pictogrammes de notre cadre de référence pédagogique. Et donc la première chose qu'on s'est dite, c'est ce qui ne change pas, c'est l'humain. Enfin, et en plus, suite aux interventions de la journée, je me dis, ça paraît évident, mais finalement, quand on a beaucoup parlé de déshumanisation, nous, on ne travaille pas avec des algorithmes, des machines, on travaille avec des êtres humains. Et ça doit rester central. Voilà. Et la question aussi de l'humain, c'est la question du formel et de l'informel. Et c'est ça qui est beaucoup apparu, c'est qu'un lieu de formation, c'est aussi beaucoup de temps informel. C'est un lieu de rencontre. Il y a eu la question de la confiance tout à l'heure. C'est, je sais plus comment elle s'appelait, c'était Jacqueline ou, enfin bref. Mais on connaît pas le nom du centre de formation, mais on connaît le nom de sa formatrice, qu'on peut mettre aussi au féminin parce qu'on est beaucoup de femmes dans le secteur. Et donc voilà, cette question de l'humain, elle est centrale. Il y a la question du collectif. Il y a cette importance de faire émerger la richesse du groupe, mais aussi confronter les expériences, les savoirs, les points de vue, de vivre la solidarité, le partage. Ça ne se fait pas à distance, ça ne se fait pas via un ordinateur. Il y a la question du temps. Apprendre, ça prend du temps. Si on est vraiment sur l'apprentissage des savoirs, et c'est pour ça que donc vous trouvez ici le pictogramme aussi en dessous, on est vraiment sur l'apprentissage des savoirs, pas sur un partage d'informations. Quand on est en alphabétisation, on apprend. Et le fait de pouvoir pratiquer des pédagogies émancipatrices qui est essentiel, c'est-à-dire que là on revient à Paulo Freire, on n'est pas là pour déverser le savoir du formateur ou donner des informations, mais on est bien là pour construire ensemble un apprentissage. Et la question du sens aussi qui est centrale, c'est-à-dire, comme je disais aussi, on part des réalités des personnes et on construit avec eux le projet. C'est pour ça qu'on n'a pas de programme préétabli, puisque ce vers quoi on va emmener les gens va dépendre, on travaille bien avec des adultes, sur ce vers quoi il est nécessaire qu'ils aillent, en fonction de leur réalité sociale, professionnelle, etc. Alors, avant d'aller vers ça, je vais peut-être quand même, en lien avec la question du sens, revenir... non, pardon, je reviendrai plus tard là-dessus, je vais laisser après Fabien leur dire. Mais donc, il s'est pas aussi... toujours avec la question du sens, mais un autre aspect, c'est que une question qui est apparue aussi, c'était est-ce qu'on forme au numérique ou par le numérique? C'est-à-dire, est-ce qu'on forme à ce qu'on certains appellent la culture numérique, ou est-ce que le numérique est un moyen pour apprendre à lire, à écrire, etc. Donc pour nous, c'est pas ou, c'est et. C'est-à-dire que donc je vais reprendre juste la citation pour résumer ça rapidement de Hugues Lenoir, qui dit « Former au numérique afin de gagner en autonomie et d'être dans le siècle ». C'est un peu difficile d'échapper à cette culture numérique, puisque, enfin c'est ce qu'on entend aussi depuis ce matin, on est dedans.
et par le numérique, parce que c'est un moyen, comme un autre, d'accéder à des savoirs. Alors, parmi les points de vigilance, donc on en a un certain nombre. Maintenant, moi, ce qui me semblait ici, celui qui était important à partager avec vous, c'était bien de ne pas confondre innovation technologique et innovation pédagogique. Donc je vais pas m'éterniser là-dessus, mais voilà, parfois on a l'impression un peu en pédagogie, il y a des tas de pédagogues célèbres qui ont écrit, qui se battent, qui ont des pratiques depuis même qui sont centenaires, et puis on dirait qu'on les redécouvre. Et d'un autre côté, parce que ces technologies, comme ce qu'on a fait tout à l'heure, nuage de mots, c'est les fameux post-it. Enfin, je veux dire, c'est pas non plus, c'est joli, etc. Mais c'est pour ça qu'on vous l'a fait faire aussi. C'est montrer qu'il y a des aspects un peu gadgets de la technologie qui font oublier ce qu'elle est. Et donc, c'est bien savoir quand on utilise la technologie. C'est pourquoi faire, et est-ce que c'est vraiment une innovation, est-ce que c'est un apport? Donc c'est cette question des technologies pour l'apprentissage, ok, mais pourquoi faire? Quelle est la valeur pédagogique potentielle? Quelle est la valeur pédagogique réelle? Et aussi de distinguer l'interactivité des outils et les interactions entre les personnes, parce que c'est pas parce qu'on avait un outil interactif tout à l'heure qu'on a interagi entre nous, on n'a absolument pas enfin, il n'y a pas eu d'interaction entre nous. Voilà. Alors les possibles. Donc, parmi les possibles, pour nous, c'était se dire, on a déjà beaucoup de choses en fait, et on fait déjà beaucoup de choses, et c'était mettre à plat déjà ce que je disais, ce qu'on a. On a décrit dans notre cas de référence ce que veut dire lire, ce que veut dire écrire, ce que veut dire le langage oral, ce que signifient les mathématiques et l'ensemble des savoirs que nécessite savoir lire, écrire et être un citoyen mathématiseur. Et nous, on est bien dans des formations où on forme des citoyens et qui ont des compétences en écriture, lecture et orale. Et donc, on n'est pas, ce qu'on a entendu tout à l'heure, des médiateurs numériques. Maintenant, on a tout ça, c'est vrai, mais qu'est-ce qui change alors ? Est-ce que c'est bien, c'est la question de l'identité professionnelle. Qu'est-ce qui est notre identité professionnelle aujourd'hui et jusqu'à quel point est-ce qu'on doit s'emparer et changer les contenus de nos formations. Pardon, mon papier est tombé. Donc jusqu'à quel point on doit changer les contenus d'autres formations, sachant que nous, la caractéristique des savoirs en alphabétisation populaire, c'est bien qu'on n'a pas de programme par niveau. Ça n'a aucun sens, comme je disais, de créer des programmes et de travailler par niveau, dans le sens où on part des réalités des personnes et on ne va pas construire par avance des choses hors sol. Voilà. Alors, quel savoir numérique ? Donc pour lancer donc la question des savoirs numériques, on va partir d'un exemple, donc de la réalité de la régionale de lire écrire Bruxelles, et puis avec des temps où moi je vais faire repartir des savoirs plus globaux pour aller vers les savoirs numériques. Voilà, donc moi je vais vous parler un petit peu de comment à lire écrire Bruxelles on s'est emparé de la question du numérique et de notre rôle par rapport à ça et par rapport à la formation de nos apprenants. Et donc je vais parler surtout de deux grands aspects en fait de notre action par rapport à ça. C'est d'une part la formation justement qu'on propose à nos apprenants, aux personnes qui viennent, qui s'adressent à nous pour des formations, de comment on a intégré le numérique au sein donc de nos formations d'alphabétisation, puisque c'est bien ça qu'on fait, c'est de l'alphabétisation et pas des cours, on n'est pas un centre de formation informatique. Et puis aussi par rapport au soutien aux équipes de Bruxelles et des constats qu'on peut en tirer. Voilà. Et je vais commencer donc par parler un petit peu de comment ça se passe chez nous dans les formations qu'on propose. En fait, on a commencé nous à s'intéresser à cette question au début des années 2000, sans trop savoir comment faire. C'était assez nouveau. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'associations d'alphabétisation qui s'intéressaient vraiment à la question du numérique à ce moment-là.
Et donc on s'est équipé d'abord en matériel parce qu'il fallait quand même de l'équipement. Et puis on a commencé à faire des ateliers informatiques qu'on proposait à côté des formations d'alphabétisation. Et puis on s'est rendu compte que d'une part en fait c'était pas satisfaisant pour les apprenants. Il y avait pas mal d'abandon, ils ne venaient pas. Et de la part du côté des formateurs aussi, c'était très frustrant. Par rapport à tout ce Aurélie vient d'expliquer un petit peu sur le postulat d'éducation populaire, d'alphabétisation, se donner à trouver des cours de Word, de mise en page d'un texte donné par le formateur, c'était pas satisfaisant non plus. Et du coup, on a un petit peu évolué dans notre manière de voir ça, en faisant vraiment rentrer le numérique dans les formations d'alphabétisation, à la fois comme support d'apprentissage, parce que typiquement on peut trouver facilement des exerciceurs en ligne par exemple qui vont permettre de systématiser à certains moments des apprentissages, et donc ça peut être très utile à certains moments pour apprendre certaines choses, pour systématiser certains apprentissages, mais aussi donc apprendre le numérique comme objet d'apprentissage. Alors là, on a aussi assez fort élargi notre conception du numérique, qui auparavant était fort centrée sur l'informatique, en fait l'ordinateur, le traitement de texte, gestion de fichiers, etc., pour vraiment englober tout ce qui est numérique au sens large du terme, à la fois des pratiques artistiques, avec la photo, avec la vidéo, des aspects très fonctionnels, retirer de l'argent à un distributeur ou acheter un ticket de transport à une borne par exemple, donc d'intégrer aussi ces aspects-là, et puis surtout une dimension critique aussi, de réflexion sur ce numérique qui est dans ma vie, quelle place il prend, comment je me situe par rapport à lui. Si je publie quelque chose sur un blog créé par le groupe, est-ce que je vais le signer avec mon prénom, ou est-ce que je veux absolument protéger ma vie privée, choisir un pseudo, et qu'est-ce que ça dit de la parole que j'assume ou que je n'assume pas, et donc avoir des débats aussi, des discussions sur le rapport que l'on peut avoir avec le numérique et l'importance que ça prend dans nos vies. Alors pour illustrer tout ça, oui, et donc c'est ça, dire que on a vraiment une conception où le numérique vient s'insérer au service des apprentissages et d'un projet de groupe. Et donc je pense que ça c'est vraiment toujours comme ça que moi je le décris. On fait pas des ateliers, on fait plus en tout cas des ateliers informatiques, mais vraiment on fait des formations d'alphabétisation dans lesquelles le numérique vient se mettre au service des apprentissages et d'un projet de groupe. Alors pour illustrer ça, je vais parler d'un film qui a été réalisé il y a 2 ans par un groupe d'alphabétisation à Anderlecht. Un film réalisé en stop motion. Donc stop motion, c'est une technique où on fait des photos et puis on lit les photos les unes après les autres et ça fait des petits films d'animation. Alors ce projet, il est parti à la base de la lecture d'un conte. Il y a eu un conte qui a été lu, ça s'appelle Le Grain de riz. Et c'est un conte qui parle un petit peu de dans la vie, il y a des portes qui s'ouvrent et puis il y a des portes qui se ferment. Quand on cherche de l'aide, quand on a besoin d'aide, il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a des gens qui vont nous aider, c'est pas toujours là où on s'y attend, et puis il y a d'autres portes qui restent fermées. Et à partir de la lecture de ce conte, en fait, les apprenants, qui sont toutes des personnes issues de la migration, on parlait un peu des portes qui se sont ouvertes et des portes qui se sont fermées dans leur vie. Et ça a donné lieu à des récits individuels, leur propre récit de migration, à partir duquel ils ont construit un récit collectif. Le récit d'une personne fictive, pour le coup, qui a migré, mais construit à la base vraiment de tous ces récits de migration. Jusque-là, il n'y a pas énormément de numérique, en fait. Et puis, ils ont décidé de ce récit qu'ils ont fait, ils voulaient le diffuser, ils voulaient en parler, ils voulaient témoigner un petit peu de leur parcours, de faire entendre leur récit, leur parcours de migration, à travers donc la réalisation d'un film
qui après a été projeté. Il a été diffusé au festival Art et Alpha, à Point Culture, et ça a donné lieu à des rencontres entre ces apprenants et un public beaucoup plus large du coup que le public de formateurs de l'association. Et donc ça, c'est vraiment un exemple un peu type où on voit en fait la technologie qui a été mobilisée au moment de la réalisation du film en stop motion, parce qu'ils ont dû faire des décors, ils ont dû faire des photos, ils ont écrit les textes, ils les ont enregistrés. Et donc, c'est vraiment venu se mettre de manière plus, j'ai envie de dire, naturelle au sein d'un projet. Et du coup, toutes les manipulations, les procédures techniques qui ont été apprises à ce moment-là, elles ont fait sens pour le groupe, un sens qui faisait cruellement défaut en fait quand on organisait des ateliers informatiques. Et donc si on reprend notre grille d'analyse, donc notre cadre de référence pédagogique pour analyser ce projet-là, donc un des aspects donc de l'alphabétisation, puisque le thème de la journée c'est l'accès à la réflexion, la compréhension et à l'action. C'est-à-dire que notre souci ici, peu importe le support, je vais reprendre encore Hugues Lenoir, c'est de dire que le travail intellectuel avec ou sans numérique, à la bibliothèque comme en forêt, consiste à toujours rechercher l'information, à la trier, à la classer, à l'analyser et à la faire sienne. Et ça, c'est fondamental. Donc, c'est-à-dire que la posture du formateur, comme celui de l'apprenant, est celui de chercheur. C'est comment on se met en posture de chercheur quand on arrive dans une formation. Il n'y a pas une question de sachant et d'apprenant finalement, mais c'est un collectif de chercheurs. Et ça, peu importe les outils qu'on utilise. Et donc c'est pour ça que dans notre cadre de référence pédagogique, on a défini 6 compétences qu'on peut appeler transversales ici, puisque c'est les termes utilisés. La compétence de s'autoriser, c'est ce qu'a dit Ria aussi ce matin, ça c'est une compétence essentielle en alphabétisation, oser, s'autoriser. Se situer par rapport à sa vie personnelle, professionnelle, au numérique. Réfléchir, donc des compétences, ce que je dis de chercheur, de réflexion, de pensée. Construire ensemble, puisqu'on est bien dans la co-construction, le collectif et comment on travaille avec d'autres. Toute la question des savoirs, donc comprendre le nom, donc les savoirs en lien avec les projets ici, donc sur l'immigration par exemple, les savoirs en lien avec la lecture, l'écriture, mais ici avec le numérique. Et donc transformer, créer, agir, c'est-à-dire que tout ce que je vais apprendre, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie, qu'est-ce que ça va transformer en tant que citoyen, en tant que parent, en tant que travailleur, etc. Donc ça, ce sont les 6 compétences transversales que je vais te laisser compléter. Voilà, et donc ici, très concrètement, dans le projet que j'ai présenté de façon très très rapide, s'autoriser, qu'est-ce que ça veut dire ? Les personnes, alors souvent, j'ai pas envie de faire trop de généralités, etc. Mais ce qu'on constate quand même souvent, c'est une certaine peur à utiliser les outils numériques, en tout cas l'ordinateur. Une peur de le casser, une peur de faire des bêtises, d'effacer des fichiers importants ou d'envoyer des données là où elles ne devraient pas atterrir. Et donc il y a énormément de méfiance. Ça, très évidemment, avec le fait des personnes qui sont souvent retrouvées en difficulté par rapport à la manipulation de ces interfaces. Et donc avoir été amené à faire des photos avec un appareil photo professionnel, de s'être enregistré, puisque pour réaliser les décors du film, en fait, ils ont fait les repérages via d'abord Google Street View pour repérer des lieux de photos, et puis ils ont été faire les photos sur place, et donc ils ont sillonné un petit peu Bruxelles à la recherche des lieux qu'ils voulaient absolument mettre dans les décors de leur film. Ils ont manipulé tous ces outils, et il y a vraiment quelque chose de la part de s'autoriser, d'oser, de finalement dire ok, je prends l'appareil et je vais aller faire des photos. Et c'est une dimension vraiment très importante, je pense, en tout cas certainement dans les premiers temps des formations qu'on donne, c'est oser manipuler, oser se dire aussi que qu'on va être capable d'y arriver, et que oui, au bout du compte, on a fait un film, et donc c'est quelque chose d'assez important.
Se situer dans le cadre de ce projet-ci, il y a évidemment se situer dans la ville, puisque j'ai dit, ils ont été, après avoir fait des repérages sur Google Street View, etc., aller dans la ville, calculer des itinéraires et se dire, tiens, moi j'habite pas loin, et pouvoir échanger entre eux où ils habitent, etc. Il y a se situer par rapport géographiquement, mais aussi soit par rapport aux technologies, soit par rapport au numérique, soit par rapport à son parcours de migration aussi. On voit bien qu'on est dans l'ordre de où je me situe ici et maintenant. Alors réfléchir, ils ont réfléchi en fait énormément, hein, puisque tout est parti d'un conte, de l'histoire, des portes qui se sont ouvertes, qui se sont fermées dans ma vie. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice, mais c'est assez intense comme réflexion. Et puis à partir de là, à partir de cette réflexion sur son propre parcours, et on arrive dans le construire ensemble, c'est construire un récit collectif. Et qu'est-ce qui, dans mon histoire à moi, finalement se retrouve dans l'histoire des autres? C'est quoi les points communs? Et qu'est-ce qu'on peut en dire aussi du coup d'un parcours de migration? Transformer, créer, agir. Bon, le créer, on voit bien la création là du film en stop motion, mais l'idée, en fait, à la base, vraiment, ce qui a motivé, ce qui a animé le groupe dans ce travail-là, c'était de parler, de témoigner, de faire connaître leur histoire à partir du moment où ils se rendent compte que c'est plus leur histoire individuelle, mais que c'est une histoire qui se retrouve et qui est partagée par beaucoup de gens, et donc la faire connaître. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'ils ont eu l'occasion de présenter leur film et de rencontrer du grand public. Et comprendre le monde, bon, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais analyser sa propre histoire, en tirer les points communs qu'on peut retrouver dans d'autres récits, on est bien dans la compréhension du monde qui nous entoure. Et à partir aussi de la réalisation, la création du film, c'est comprendre comment c'est fait, comment ça fonctionne, quels sont les codes qu'il y a derrière, du fait qu'on peut enregistrer, qu'on peut effacer, qu'on peut retoucher, et comprendre un petit peu à travers ça tout le langage aussi numérique et des médias de manière générale. Et alors on voit bien que dans ce type de compétences, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que de travailler par niveau n'a pas de sens, c'est-à-dire que on n'est pas dans un référentiel ici d'évaluation sommative, où on va dire d'abord on va apprendre ci, apprendre ça, mais on part bien d'un projet qui fait sens pour les gens. Et là, l'évaluation, elle est purement formative, c'est-à-dire qu'est-ce que là-dedans, je vais apprendre qui va me mener justement à l'autonomie, l'émancipation, mais pas en termes. Donc, on revient à la question des normes aussi évoquées ce matin. Les normes, c'est pas des normes extérieures au groupe qui seraient définies dans un cabinet ou dans un bureau qui serait celui de je ne sais qui, mais c'est bien communément le formateur qui a une vision de qu'est-ce que c'est lire, écrire, etc., et les apprenants qui ont un projet qui communément créent qu'est-ce qu'ils vont devoir développer comme savoir au crible de cette grille d'analyse qui sont ici les buts de l'alphabétisation populaire, l'accès à la réflexion, la compréhension et l'action. Alors un autre aspect qui est fondamental, évidemment, c'est l'accès aux langages fondamentaux, puisqu'on est bien en alphabétisation et donc on est bien dans l'apprentissage de l'écriture, de la lecture, de savoir parler, écouter et des compétences mathématiques. Donc si on revient au projet ici... Voilà, donc de nouveau, comment ça se traduit dans un projet comme celui-ci? Écrire, ils ont écrit leur propre histoire. Avec leurs propres mots, et puis il y a eu une écriture d'un récit collectif, et puis il a fallu scénariser le film, écrire ce qu'on va dire. Il y a le texte, il y a une voix off qui lit, tout ça il a fallu l'écrire, il a fallu le lire aussi, parce que une fois qu'on a écrit son histoire, on va la partager aux autres, et donc on lit son histoire aux autres, mais on peut aussi lire l'histoire des autres, lire à voix haute, lire à voix basse. Ensuite, il faut s'enregistrer quand on fait le film, et donc les phrases qu'on a écrites, le dialogue qu'on a écrit, il va falloir le lire, s'entraîner à le dire. Là, on est déjà plus dans le parler, mais s'entraîner à le dire correctement. Il y a des discussions, il y a beaucoup de négociations dans le groupe pour arriver à l'élaboration d'un récit collectif.
pour savoir quel décor on va mettre, comment scénariser, comment découper l'histoire. Il y a énormément de parler et du coup d'écouter aussi, puisque il faut écouter les autres si on veut arriver à quelque chose de commun. Et ici, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec l'enregistrement, ils se sont écoutés eux-mêmes aussi, ce qui est pas souvent, ce qui est souvent parfois oublié en alphabétisation, c'est s'enregistrer et s'écouter et prendre conscience de comment on parle. Et aussi, du coup, peut-être de comment on évolue, comment on a progressé par rapport à ça. Des savoirs mathématiques aussi, parce que les décors, on peut les faire à l'échelle, par exemple. Et donc là, on peut avoir des tas de calculs à réaliser par rapport aux mathématiques. Et alors le dernier axe parmi les accès qui fait partie de notre cadre de référence, c'est bien l'accès à l'information et au savoir de l'humanité. Et c'est là où apparaissent ici, on est dans on va dire les savoirs numériques et aussi les compétences ou savoirs artistiques. Même si c'est pour ça qu'on a un gros point de vigilance là-dessus. Nous, on ne forme pas des artistes, on ne forme pas des métiers artistiques, comme on ne forme pas non plus au codage informatique. Et c'est là où, pour nous, le numérique, on forme à ce qu'on a peu fait jusqu'ici, mais que les situations de confinement nous ont obligés à nous en emparer, c'est la question donc de la culture numérique, des compétences techniques liées au numérique, mais le code informatique, on est bien incapable et c'est pas notre métier. Parce que quand on regarde, par exemple, il y a des tas de référentiels qui existent, numériques, et c'est pour ça qu'en les dépliant, nous on s'est dit, on peut pas s'en emparer comme ça, en lien avec notre vision de l'alpha et nos pratiques d'alpha, parce que on est dans des référentiels en fait qui sont souvent d'évaluation, donc comme je disais normative, et en plus qui vont jusqu'au codage. Et donc nous c'est pas ça notre propos. Donc ici, comme le dit aussi Fabien, on va s'appuyer sur des outils numériques, se questionner via des savoirs critiques sur le monde numérique. Qu'est-ce que c'est Internet? Qu'est-ce que c'est des GAFAM? Qu'est-ce que ça veut dire mettre ces données en ligne, etc. Donc on est bien sur ces compétences-là, à la fois critiques et pratiques, mais on n'est pas sur créer. On est bien incapable enfin, il y a peut-être des gens qui le savent, mais ça c'est pas. Peut-être qu'on s'appuiera dessus à un moment donné parce que ça se met, mais c'est pas ça notre propos ici dans notre travail. Donc c'est pour ça que donc c'est ici ce schéma, je ne sais pas s'il est très explicite là maintenant, mais vous voyez dans les ronds rouges ici, donc c'est l'individu avec sa tête toute seule qui vient en formation, et puis il y a un collectif qui se forme, c'est l'autre rond rouge avec des gens ensemble, et ensemble on va essayer de comprendre le monde via donc la lecture, l'écriture, etc., et en s'appuyant peut-être sur le numérique s'il le faut. Ou si c'est nécessaire, ou si c'est intéressant, voilà, tout dépendra des groupes, à quel degré. On est bien dans des processus de transformation. Donc tout ce qu'on va faire en formation, c'est pour répondre à un projet collectif, individuel. Donc tous les savoirs qu'on va développer viennent répondre à cette question qu'on va créer ensemble, qui est le projet de formation. Oui, alors un petit mot sur notre deuxième un peu gros mode d'action à Lire Écrire Bruxelles, qui est le soutien aux associations, qui est surtout une action qui s'est pas mal développée maintenant suite à l'année 2020, où beaucoup d'associations se sont trouvées un petit peu dans l'improvisation de mettre en place des modes d'action pour continuer à pouvoir travailler, accompagner leur public. Où le numérique est devenu incontournable. Ça a été dit rapidement par Pierre Mazet juste avant. Comment finalement le numérique est rentré de gré ou de force dans le quotidien des travailleurs sociaux et des formateurs d'alphabétisation. Jusque-là, c'était une question qui était peu, voire pas prise en compte par le secteur de l'alpha. Et là, avec le confinement, il n'y a pas eu le choix.
ça a été un petit peu devant le fait accompli, et il a fallu mettre en place des dispositifs et répondre aussi aux besoins des apprenants. Et donc, on s'est retrouvé à accompagner ici sur quelques mois de 2021 les associations bruxelloises de cohésion sociale, à la fois en proposant des formations aux équipes, en proposant des mises en réseau, des échanges de pratiques, en proposant un soutien technique à la maintenance du matériel, en proposant aussi un informaticien public pour faire des permanences dans les associations et répondre aux demandes et aux besoins immédiats de leur public. Et puis aussi un travail d'analyse pour voir un petit peu, mesurer un peu l'impact de la crise sanitaire, du confinement sur ces associations. Et très rapidement, quelques constats, mais je ne vais pas trop m'étendre parce que ça a été déjà abordé un petit peu aussi par Pierre Mazet tout à l'heure. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une grosse transformation du travail, de la nature du travail réalisé par les formateurs et les formatrices d'alphabétisation, qui sont retrouvés finalement plus tellement à faire de l'alpha, ou un petit peu, mais aussi surtout à accompagner leur public dans les démarches, parce que tout était fermé, il n'y avait plus d'accès à aucun guichet. Et la personne de confiance, les personnes se sont retournées vers leur personne de confiance, qui pour le coup, c'était le formateur, c'était la formatrice, qui se sont retrouvés amenés à faire de l'accompagnement dans énormément de démarches en ligne ou par téléphone, mais quand même beaucoup en ligne. Ça a permis aussi de voir que d'une part, il y avait on dit souvent la fracture du premier degré, l'accès au matériel, de se rendre compte que d'une part, il y avait quand même encore la question de l'accès présente pour beaucoup d'apprenants. Alors oui, ils sont nombreux, de plus en plus nombreux à avoir un accès à Internet, ou en tout cas accès à un smartphone, mais pas tous. Et que la connexion Internet, ça reste très aléatoire. Et on s'est rendu compte aussi qu'en fait, au sein des travailleurs salariés ou volontaires dans le secteur, là aussi, il y avait encore de grosses questions parfois liées à l'équipement en matériel, et ça se retrouve aussi dans les associations, qui souvent fonctionnent quand même avec du matériel obsolète, avec très peu de réseaux Internet, ou dans certains locaux de cours, mais pas partout. Et puis la question des usages, des formateurs, des formatrices qui sont retrouvés à devoir accompagner justement leur public dans des tas de démarches, sans être soi-même tellement à même en fait de réaliser ces démarches ou de pouvoir accompagner dans ce domaine-là. Et en fait, une des conclusions en fait qu'on se dit, c'est que vraiment là, on arrive à un petit point où, à un moment où le numérique jusqu'à présent, c'est une question qui avait été évacuée, je pense, par beaucoup d'associations qui sont retrouvées devant le fait accompli avec la crise sanitaire, qui ont dû mettre en place des modes d'action dans l'urgence, mais sans avoir vraiment pris le temps de s'arrêter pour réfléchir à son positionnement en tant qu'association, en tant que centre d'alphabétisation, comment on se positionne par rapport à cette dématérialisation, comment on se positionne face aux demandes de notre public, et puis qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que c'est à nous à les traiter? En tout cas, ce qui est assez clair, c'est que les pouvoirs publics semblent déléguer implicitement à l'associatif la mission de s'occuper de l'accompagnement de leur public sur ces questions-là. Alors, est-ce qu'on accepte de faire ça? Est-ce qu'on devient des guichets électroniques des administrations qui ont fermé? Si oui, ça demande des moyens, ça demande de la formation. Ça s'improvise pas en fait. Donc il faut mettre en place une manière de faire. Et sinon, qu'est-ce qu'on fait des demandes qui nous arrivent? Vers qui est-ce qu'on les oriente? Parce qu'on peut pas juste dire non, c'est pas nous qui ne le faisons. Allez voir ailleurs. Donc aussi, qu'est-ce qu'on fait alors du coup de ces demandes-là? Et voilà, c'est un petit peu la conclusion en tout cas de ce qu'on a pu voir dans le secteur en quelques mois de travail. Voilà. Donc voilà un vaste chantier. Et donc c'est pour ça qu'aussi, donc du point de vue de la réflexion pédagogique et du cadre de référence pédagogique, on est en train de mettre à plat les nouveaux savoirs qui nous semblent nécessaires
à réintroduire dans les formations, même si on pense qu'on a déjà écrit beaucoup, parce que c'est ce qu'on entend depuis ce matin, hein, savoir lire et écrire est indispensable pour avoir accès à la numérisation dans une vision on va dire émancipatrice, et pas seulement parce que évidemment on peut former en très peu d'heures à être un robot, à faire quelque chose de très ciblé, mais c'est pas ça notre travail d'alphabétisation. Donc on est bien dans une réelle alphabétisation avec l'ensemble des compétences et toute la complexité. Et alors complexe ne veut pas dire compliqué, parce que parfois quand on entend en français simplifier, la question des jargons, etc., on peut dire des choses complexes avec des mots qui sont tout à fait compréhensibles par le grand nombre. Et donc moi c'est là-dessus que je voudrais terminer, parce que je trouve que l'accessibilité c'est ça aussi, est-ce qu'on a envie que notre pensée ou que nos outils ou que notre manière de communiquer entre nous soit partagée. Donc il faut la construire avec tout le monde. Et si on reste effectivement dans un jargon quel qu'il soit, comme ici, on aurait tout à fait pu vous parler dans un jargon pédagogique complètement inapproprié. On a essayé de faire qu'il soit, alors il y a sûrement encore un peu de jargon, mais en tout cas on a tenté qu'il soit le plus partagé possible, et je crois que c'est un effort qui peut être fait voilà, à tout niveau. Et donc pour terminer sur la question du chantier, on va essayer de développer un peu plus cette question des savoirs numériques, en se disant qu'est-ce qu'il faut ajouter, à quoi il faut penser, sans devoir transformer toutes nos pratiques et toute notre vision de l'alphabétisation, parce que pour nous le 2 il n'est pas là, mais il est bien dans ce que je disais tout à l'heure, comment construire tous ensemble à partir des réalités de toutes les personnes qui composent la société, dont les analphabètes. Voilà, merci beaucoup Fabien et Aurélie. Je me retourne vers la salle une dernière fois, sans beaucoup de succès. Louise, est-ce que toi tu as des questions de ton côté? Voilà. Génial, tu as même une chaise. Ça va? Oui. J'ai juste une question qui revient sur je pense, cette démarche que tu as expliquée, que tu as choisie pour illustrer ce qui pouvait se faire peut-être, ou ce que vous aviez expérimenté avec Alphatic. Et donc la question c'était, est-ce que... Je ne sais pas si tu pourras y répondre, hein, mais sur la question justement de l'autonomie que permet, est-ce que cette démarche-là peut aider à créer de l'autonomie, et jusqu'à quel degré? Parce que Pierre Mazet parlait justement des différents degrés d'autonomie numérique, et voilà, est-ce que tu as un retour sur ce que ça peut permettre aux apprenants? Est-ce que ça peut les aider? Voilà. Oui, alors au niveau de l'autonomie, oui, c'est une vaste question, hein, je ne sais pas très bien. Mais par exemple, un témoignage qu'on a eu, c'est que pour une personne, avoir fait ce travail, de s'être enregistré, d'avoir participé vraiment au film, et je pense le côté de parler et de s'enregistrer, et puis d'avoir aussi été présenté le film ailleurs, c'est quelqu'un qui disait qu'après, c'est pas de l'autonomie, mais ça l'a beaucoup appris dans les entretiens d'embauche, en termes d'assurance, etc. Et c'est un retour dans l'évaluation. Maintenant, si c'est j'ai pas d'éléments sur une autonomie qui serait acquise par rapport à des éléments vraiment liés au numérique. Je ne sais pas, mais Oli.
Oui, je pense que c'est-à-dire que toutes les compétences sont aussi enchevêtrées, quoi. On parle d'autonomie administrative, d'autonomie numérique. Il y a des apprentissages sociaux, sans doute, qui se font à travers. Enfin, ce sont des démarches qui ne sont pas, comme tu disais, on peut éventuellement travailler des compétences de manière plus automatisée, en 1 heure, arriver à faire comprendre aux personnes, ok, ce clic-là, ça servira à ça, mais c'est pas là le but. Ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le mot pédagogie, on l'entend sans arrêt à la radio, où on dit qu'il faut faire de la pédagogie pour que les gens comprennent, et souvent, ça veut dire on va leur expliquer les choses tellement qu'à un moment donné, ça va rentrer dans le crâne comme on voudrait que ça rentre. C'est-à-dire, voilà. Et donc, nous, notre vision de la pédagogie, c'est pas ça. C'est pas, on va répéter les choses jusqu'à ce que les gens pensent qu'on veut qu'ils pensent, mais on peut partir de n'importe quoi, c'est-à-dire d'un formulaire en ligne, de l'alphabet comme d'un récit de migration pour construire une démarche d'alphabétisation. Et c'est à partir de ça où on va veiller qu'on soit bien à la fois sur les accès de compréhension du monde comme de savoir pratique. C'est-à-dire si on prend un formulaire administratif, on voit qu'il pose problème pour tout le groupe, on va dire d'accord. Alors ce formulaire, on va le passer au crible de référentiel compétence. On va dire qu'est-ce qui empêche qu'on le comprenne, qu'est-ce qui pose problème, qu'est-ce qui demande d'oser. Donc il demande déjà d'oser le critiquer. Il demande de se situer par rapport à ce formulaire, donc, et situer le formulaire lui-même. Donc je me situe, qu'est-ce que je sais déjà repérer dans le formulaire, qu'est-ce que je ne sais pas repérer, à quoi ça me sert de savoir faire ce formulaire. Donc là on est dans les compétences de réflexion. Si je le remplis pas, c'est quoi les conséquences? Est-ce que je dois absolument tout savoir faire? Est-ce que je suis le seul à pas le comprendre, etc. Donc tout ça, ce sont des compétences à part entière, jusqu'à le savoir, je dirais, de la langue, qui est de repérer les mots indispensables, le comparer à d'autres formulaires, est-ce qu'il y a des mots qui reviennent dans tous les formulaires, etc., jusqu'à pouvoir peut-être le remplir, voir est-ce que je le fais à l'ordinateur, donc là après ça demande des compétences numériques, informatiques, est-ce que je le fais à la main, etc., etc. Donc voilà, je veux dire, n'importe quoi peut être une démarche d'apprentissage tant qu'elle part de demandes, etc. Voilà, je suis partie un peu, mais ça me permet de replacer la question de comment on travaille. Voilà. Merci. Oui, ben voilà, on arrive à la fin de cette journée. Merci beaucoup Fabien et Aurélie. Merci à tous et à toutes d'avoir été là et à tous ceux qui ont été en ligne. Je vais rendre le micro. Je trouve ça dommage, puis je vois le collègue qui a l'air tout embêté pour apporter comme s'il fallait avoir une évaluation de ça. C'est très piégeux, cette histoire d'autonomie. Ne nous laissons pas avoir, j'allais dire. Même si c'est quelque chose que vous recherchez, vous, d'un point de vue émancipatoire, on voit bien que l'autonomie qui est attendue sans être d'ailleurs très organisée, des services publics qui dématérialisent, c'est juste que les gens fassent les trucs tout seuls. Enfin, soyons à peu près clairs là-dessus. Ils n'attendent pas que les usagers s'émancipent, en l'occurrence dans leurs usages numériques ou par rapport aux services publics. Et pour le coup, le fait de lever des freins parce qu'on ouvre la boîte noire, le fait de manipuler les choses, là, qui revient très souvent dans ceux qui font de la médiation de l'éducation numérique, les premiers trucs, c'est d'arriver à lever des freins qui font que les gens ont une appréhension psychologique à utiliser les choses. Et il y a une peur un petit peu comme ça par principe, ce qui fait qu'on va pas vers les choses. Si on arrive à lever ces freins, c'est déjà une voie vers l'autonomie à définir comme Comment on la définit, l'autonomie? L'autonomie, c'est pas faire les choses seul. Ça, c'est une version servicielle, self-service. Si on est capable de demander, d'identifier, de trouver quelqu'un qui peut aider à faire les démarches avec nous, on est aussi autonome. C'est pas pour ça qu'on le fait soi-même. Donc, il faut le concevoir d'une manière déjà assez ample, à mon avis. Et ensuite, le fait de lever des freins dans l'utilisation des choses, de faire du numérique sans le savoir, c'est vraiment le maître mot de la ville de Brest. En France, pour le coup, qui depuis 20 ans a un programme mais invisible, j'allais dire, de travail sur ces choses-là. Il y a plus de 100 points d'accès au numérique à Brest. Quand ils font des trucs sur le numérique, ils disent pas on va vous apprendre le numérique. Ils font des ateliers médias avec les gamins. Ils font des radios, des web radios ou des portfolios photographiques en l'occurrence avec des gens qui sont à la rue. Ils leur disent pas on va vous apprendre le numérique. Ils font les trucs.
Et les gens, en faisant les trucs, se rendent compte qu'ils sont capables de faire des trucs et du coup ont moins d'appréhension derrière pour faire les choses. Donc du coup, c'est une marche énorme dans la possibilité d'aller sans avoir peur vers des outils. Et ça fait partie de l'autonomie. Mais la norme d'autonomie est typiquement l'un des termes des politiques d'activation et de responsabilisation et d'individualisation qui ont été abordés ce matin. Ne confondons pas les termes. C'est-à-dire qu'on met pas le même sens entre l'autonomie des politiques d'individualisation. L'autonomie numérique, visée en l'occurrence comme espèce de parangon et d'aboutissement, il y a beaucoup de chercheurs qui le pensent comme ça, sans doute à juste titre. La possibilité de faire tout seul, en tant qu'usager des services publics notamment, mais en tant que citoyen, tout seul depuis chez soi les choses, c'est on fait disparaître l'intermédiation des administrations. C'est-à-dire qu'on est dans un rapport direct à quelque chose qui est une interface. Alors là, on n'est même pas dans les... Enfin, il y a la question algorithmique derrière, mais du coup, là, on est autonome, c'est-à-dire qu'on est en total self-service. Je pense pas que ça soit votre vision de la société quand vous recherchez l'autonomie avec les apprenants. Donc voilà, le fait de se sentir mieux, d'avoir de l'estime de soi, on sait que ce sont des variables qui sont décisives dans, en l'occurrence, toutes les mesures éventuelles de l'autonomie et de l'autonomisation qui sont d'ailleurs pas très bien définies. L'estime de soi, c'est le truc qui fait qu'on apprend bien ou pas. Enfin voilà, et qui fait qu'on se sent précaire ou pas. Quand on lit en l'occurrence, les personnes stigmatisées, la première chose, c'est pas leur niveau de ressources. Ce qui caractérise une personne précaire, c'est le fait qu'elle peut pas se projeter vers l'avenir. Et ce qui est corrélé statistiquement au niveau international depuis tout le temps, c'est le fait qu'elle a une plus faible estime de soi que les autres. Si vous travaillez à relever l'estime de soi des gens, vous avez gagné. Enfin, voilà, c'est quelque chose de gagné pour le reste, quoi. Donc, attention à ne pas se faire prendre par des mots d'ordre qui sont pas les vôtres, si je pourrais dire les nôtres. Non, ben merci, parce que je pense qu'effectivement, l'intervention, c'était bien. Merci Pierre, oui. C'était bien de terminer. C'était une manière de répondre à cette question, donc qui avait été posée pour que tu comprennes Aurélie, qui avait été posée sur le chat de cette question. Est-ce que on travaille l'autonomie numérique par des démarches mais évidemment, la question n'est pas là. En fait, on cherche pas. Enfin, ou bien on doit être d'accord sur ce que veut dire faire de l'autonomie numérique et pas, en effet, devoir toujours répondre à ces injonctions d'être, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire devenir autonome Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai donné cet exemple aussi. C'est-à-dire qu'on travaille les deux, quoi. Voilà, on est dans le savoir critique et pratique. Je vois qu'il y a une autre question. Voilà. Donc, c'est une question toujours pour vous. Est-ce que vous intervenez dans les écoles et donc la même question qu'à Pierre Mazet dans les universités pour sensibiliser les étudiants aux problématiques qui viennent d'être... Mais moi, je veux bien répondre, Louise, parce que c'est en partie sur le champ pédagogique quelquefois, mais c'est aussi sur le champ de la sensibilisation. Et par exemple, dans 2 semaines, on va aller dans une école de jeunes étudiants en communication transmédia, où on va essayer de parler de ce que c'est que l'alphabétisation et une campagne en éducation permanente. Donc ça va être tout un programme. Donc effectivement, on essaye d'intervenir dans les écoles, différentes écoles, les écoles qui forment les enseignants, les écoles qui forment les assistants sociaux. Donc là où on nous accueille, dans les écoles secondaires et aussi dans les écoles primaires, donc pour faire de la prévention, pour expliquer ce que c'est que cette réalité. Donc oui, c'est une activité qu'on a et qu'on essaye de développer. Voilà. Très bien. Je pense qu'on peut en rester là. Merci. Merci à tout le monde. Bonne fin d'après-midi. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis en ligne et qui sont restés avec nous nombreux jusqu'à cette heure de l'après-midi. Et à bientôt.